Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, monsieur Paul-Hervé-Riche. Merci. Bonjour, monsieur Carrère. Merci d'être là. Je fais cette vidéo pour les pieds à la terre. Je suis très heureux de recevoir Paul-Hervé-Riche, avec qui je vais m'entretenir sur... comme je vous ai parlé dernièrement d'une vidéo où j'étais très... ma route de l'électroconscience m'a fait prendre pendant des années un peu plus conscience de l'univers dans lequel je vis, ou l'environnement dans lequel je vis, et cet environnement m'a rapproché des travaux de Paul Hervé, puisque moi j'étais sur les ondes électromagnétiques, et j'ai trouvé du sens au travail de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, qui m'a amené à comprendre l'homéopathie, puis l'isothérapie, et bien évidemment l'auto-hémothérapie. Donc Paul Hervé-Riche a une publication mondiale depuis 1976. Donc je suis très heureux d'être avec lui aujourd'hui. Et donc on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qui nous a rejoints. Moi, mon travail, j'ai compris que l'électricité crée un stress oxydatif du corps et acidifier le corps, et donc qui est pour moi quelque chose que tous les médecins devraient connaître, parce que ça... Je pense que les antibiotiques marcheraient mieux si on se sortait de notre exposition à ces ondes. Mais le spécialiste et le docteur est là sur l'antibiorésistance, donc je vais lui donner la parole et qu'il nous explique un peu vraiment comment ça marche, parce que je sais qu'il y a des radicaux libres, des ions H+, tout ça, mais moi je suis pas docteur, et donc je suis très heureux de pouvoir partager ça avec le docteur Paul Hervé ici. Voilà. Bon, voilà, une introduction bien faite. Alors voilà, donc mon travail à moi, c'est un travail plutôt sur l'étude du milieu intérieur du corps humain, puisque dans la méthode que j'emploie, on remet en place les différents métabolismes de l'organisme de façon à permettre aux véritables moyens de défense de l'organisme de lutter contre les bactéries. Cette méthode donc vise ce qu'on appelle la phagothérapie, c'est l'utilisation de bactériophages en thérapeutique anti-infectieuse. C'est une méthode qui est tout à fait scientifique, qui n'est pas du tout inspirée de méthodes empiriques comme on pourrait voir dans d'autres endroits. Elle a été étudiée scientifiquement par l'Institut Pasteur il y a à peu près un siècle et tombée en désuétude devant le nombre de découvertes de nouvelles molécules d'antibiotiques qui étaient de plus en plus agressifs, et malheureusement les bactéries sont adaptées et de moins en moins efficaces. Sont ces bactéries qui sont adaptées, ou est-ce que c'est la rançon de leur efficacité bactériolytique? La question se pose. Actuellement, on a découvert qu'avec l'auto-hémothérapie, on pouvait supprimer les propriétés du sérum qui détruisent le bactériophage, qui est le moyen de lutte contre les bactéries qui infectent l'homme, les bactéries, surtout les infections nosocomiales. Comme les bactéries sont porteuses à l'intérieur de leur corps du virus infectant qui va les tuer, lorsqu'elles explosent, évidemment, le corps va se, entre guillemets, vacciner contre le virus dont la bactérie était porteuse. Ce qui fait que petit à petit apparaissent dans l'organisme humain ce qu'on appelle des antiphages, c'est-à-dire des anticorps entre guillemets, parce que tout ça n'a jamais été démontré, puisque actuellement le bactériophage a été mis au rencard à cause de l'évolution des antibiotiques, et donc ces fragments de phages dans l'ADN bactérien vont provoquer une vaccination du corps contre les phages, et donc progressivement faciliter l'installation des bactéries dans le corps humain. Et donc permettre la résistance de ces bactéries. Et permettre la résistance de ces bactéries aux antibiotiques et également aux bactériophages. Oui. On s'est rendu compte, et ça c'était les travaux de Rega Clemenceau et puis d'ERL, de découverte du bactériophage, que lorsqu'on injecte du sang en auto-hémothérapie, c'est-à-dire qu'on prend du sang qu'on injecte dans une fesse, c'est tout simple à faire, les antiphages vont disparaître et en même temps la bactérie retrouve sa sensibilité. C'est un phénomène qui est souvent concomitant et c'est pour ça qu'on peut utiliser les antiphages, enfin l'auto-hémothérapie pour faire disparaître les antiphages. Et également, on se rend compte que la sensibilité bactérienne réapparaît progressivement. Cette étude, malheureusement, ne semble pas intéresser les chercheurs qui semblent plus intéressés par le prestige d'être les grands spécialistes mondiaux de la phagothérapie, alors qu'ils n'en ont aucune expérience, alors que je pratique depuis 50 ans, mais ça humblement dans mon cabinet de généraliste. Oui, mais tout un chacun, et moi je l'ai fait, tu m'as conseillé de le faire, je l'ai fait, parce que j'étais te voir parce que j'avais une infection aussi, ça a été le point de départ de notre rencontre. Le point de départ de notre rencontre, c'est bien évidemment le sens que j'ai donné à ce que tu faisais, l'auto-hémothérapie, mais tout un chacun peut faire un antibiogramme
avant et après une auto-hémothérapie, et chacun pourra se rendre compte de l'efficacité de la thérapeutique. Voilà. En fait, au départ, vous avez une bactérie, quelle qu'elle soit, comme moi j'ai pu avoir, qui était un pyocyanique et un staphylocoque doré, j'avais les deux, à l'oreille, où j'avais un antibiogramme où tout était résistant, en fait, et les bactéries étaient résistantes à la plupart des antibiotiques qu'on voulait me prescrire, et dans les faits, c'était ça, puisque c'était chronique, c'était devenu chronique, cette infection. Tu m'as fait une auto-hémothérapie, et bizarrement, j'ai été refaire un antibiogramme, et là vous voyez que, évidemment, le pyocyanique et le staphylocoque doré deviennent sensibles à n'importe quel antibiotique. Donc, plus après, moi, mon travail sur sensibiliser ce que j'étais moi à ne pas m'exposer avec les ondes, c'est surtout. Là, on va en parler. Donc, la deuxième. Et ça a marché. Donc, tout le monde peut le voir. Le deuxième facteur qui permet les infections, c'est l'hyperglycémie. Ah oui, parce que l'hyperglycémie va provoquer donc une augmentation du nombre de bactéries qui fermentent le glucose, c'est bien connu. C'est pour ça que les diabétiques s'infectent facilement. Les bactéries fermentant le glucose vont acidifier le sang, c'est-à-dire libérer des ions H+. Quand on parle de radicaux libres, quand on parle d'ions H+, c'est le proton, c'est l'atome d'oxygène. Pardon, l'atome d'hydrogène, ça tu couperas, hein, c'est pas bon. L'atome d'hydrogène. Non, on va tout laisser, coupe pas. Bon, l'atome d'hydrogène, c'est naturel, ouais. L'atome d'hydrogène, donc, est l'ion H+, qui est un radical acide. Quand on parle de radicaux libres, quand on parle d'acidité, de formation radicalaire, c'est issu du métabolisme essentiellement bactérien et parfois cellulaire chez l'homme. L'augmentation de radicaux libres provoque le vieillissement des tissus, c'est connu, on prend plein de substances antiradicalaires, c'est la mode de lutter contre les radicaux libres. Mais également, donc, il faut alcaliniser le corps humain parce que normalement, le corps humain a un pH, enfin le plasma du corps humain a un pH à 7,3, légèrement alcalin, donc non acide, et l'acidification produit des infections. Alors évidemment, on retrouve les conseils diététiques qu'il faudrait systématiquement avoir. Par exemple, les jeunes qui font de l'acné, pas trop de charcuterie, pas trop de sucre, etc. parce que ça libère beaucoup d'ions H+, beaucoup d'acidité, et donc automatiquement, Coca-Cola et compagnie, enfin c'est de marque, mais enfin toutes les boissons, tous les sodas que les adolescents prennent sont également des facteurs favorisants pour l'acné juvénile, c'est l'arrestation de staphylocoques dans les tissus cutanés. Mais il y a un autre champ qui n'a jamais été investigué et qui est extrêmement important, et c'est pour ça que mes travaux m'ont fait rejoindre M. Carrère à côté, c'est que l'acidification vient également des champs électriques. Quand on a une réglette en plastique et des petits bouts de papier, on les fait danser, vous savez, on voit ça dans les... Ce sont simplement des électrons qui se promènent. Oui, avec une règle sur la laine ou sur la fourrure, etc. Ça crée de l'électricité. Ça crée de l'électricité statique, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, c'est des électrons libres, et quand il y a un ion H+ quelque part, il y a des électrons libres qui se promènent. On sait actuellement, et il a été prouvé par plusieurs travaux scientifiques, que l'électricité provoque des troubles cellulaires, des mutations cellulaires. Le premier qui avait découvert cela s'appelait M. Duchon. Oui. Son livre, bien entendu, a disparu de la circulation. Il est en téléchargement sur le site. Il sera en téléchargement, c'est bien ça, peut le faire reconnaître. Il appelait ça Révélation de la physiopathologie électrophysique et ses dangers. C'est sûr qu'avec un titre comme ça, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Et c'était en 1977, Duchon est mort peu de temps après. À la caméra, vous le verrez, voilà, le livre, ce que c'est, qui sera en téléchargement sur le site. Et alors vous y verrez par exemple que M. Duchon est un immense précurseur. On nous raconte à la faculté que les plaquettes viennent de la fragmentation du mégacaryocyte, etc. Là, M. Duchon avait photographié une plaquette. Lorsqu'on prélève du sang de façon traumatique, c'est-à-dire qu'on aspire, on va casser les fibrilles des plaquettes. Il faudra attendre 1996 pour que la première fois, on découvre qu'effectivement les plaquettes avaient des prolongements. C'est une sorte de cellule donc, qui a des prolongements, un peu comme des axones un peu de tous les côtés, comme des antennes. C'est des antennes et qui sont extrêmement sensibles aux champs électriques autour. Oui. Et les plaquettes vont entrecroiser leur prolongement, piéger des globules rouges, et c'est comme ça que se forme la croûte, qu'on appelle le caillot, ou la croûte, en contact de l'oxygène et des éléments de l'atmosphère. Cette vision des choses est extrêmement précise, les travaux sont extrêmement bien faits, mais bien entendu n'ont jamais été repris. Donc on continue à véhiculer des âneries dans le domaine de la coagulation sanguine, comme on véhicule encore des âneries dans le domaine de la défense antibactérienne, où on nous parle des anticorps
comme défendant le corps humain. Oui, ce que tu me disais, que ça n'a jamais été démontré. Ça n'a jamais été démontré. Non, non, ben, c'est supposé. Bon, on a la tête de Coombs, on a des choses comme ça qui nous servent effectivement. On a, si vous voulez, sur une théorie fausse, factice, on peut très bien avoir des expériences qui vont coller, mais qui sont justes, l'expérience. L'expérience est juste, elle ne montre que ce qu'on veut démontrer, en fait. Et on disait que c'était plus des marqueurs de l'infection. Alors oui, les anticorps, non, les anticorps sont des marqueurs de l'infection, les cellules blanches aussi. Et il est certain qu'on a beaucoup de travail à faire dans la compréhension de ce qui se passe réellement, car j'ai l'impression qu'on a pris le problème à l'envers. Quand une personne est infectée, ses anticorps montent, ses globules blancs montent. Plus ça monte, plus ça montre qu'elle est infectée, et pas plus elle est mieux défendue. Alors, vous avez des patients qui vont avoir des quantités astronomiques de globules blancs, des quantités astronomiques de taux d'anticorps, et plus ça monte, plus ils vont mourir. Et vous, à côté, le médecin, les visiteurs qui vont voir leurs patients, leurs amis à l'hôpital, vont se retrouver en présence, en carence immunitaire, selon les dogmes de l'immunologie. C'est-à-dire que par rapport au malade qui, lui, est bien défendu, nous, on ne l'est pas. Et ce n'est pas nous qui sommes malades, c'est lui. Donc, ce qui veut dire qu'on interprète témoin de défense avec moyen de défense. C'est un peu comme si on disait que le gyrophare, c'est ce qui sauve le blessé. Ça n'a rien à voir. Dans le domaine de l'électrophysiologie, on sait très bien que les champs électriques provoquent des acidifications du corps. Ça a été prouvé, donc des libérations du H+, des libérations de radicaux libres, des libérations radicales. Je pense que Louis-Claude Vincent en avait parlé déjà. Louis-Claude Vincent en a parlé, oui. Et puis il y a également les travaux de Tesla où on voit très très bien, mais ça maintenant ils sont plus ou moins mis de côté. Sur l'ozonothérapie, etc., car il est très important de concevoir que nous sommes dans un milieu. Je suis effaré de voir le nombre de maladies nosocomiales dans les hôpitaux augmenter sans cesse. Il y a des diététiciennes dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on mange dans les hôpitaux ou dans les cliniques? Des flancs, des pâtes, du pain, des croissants, du café sucré, du thé sucré, des infusions sucrées, des poissons panés. Chaque fois qu'ils peuvent mettre des glucides, ils en mettent, des compotes, des pâtes de fruits, donc tout ce qui acidifie l'organisme, plus les champs électriques autour des patients, surtout dans les centres de réanimation. Il y a des écrans partout et des fils partout. Et il n'y a aucune isolation qui est faite par rapport au champ électrique de ces fils. Et c'est extrêmement important parce que ça fait partie des choses dont on devrait tenir compte. C'est ce que je te disais dans pourquoi des maladies nosocomiales, d'après moi, parce que moi je ne suis pas docteur, mais il y a plusieurs choses. Tu as le stress quand tu es à l'hôpital, le stress oxydatif, comme on appelle l'alimentation, oui. Et les champs électromagnétiques qui retraitent le stress oxydatif. Pour moi, c'est une évidence qu'on trouve des maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Ben, c'est évident, d'autant plus qu'on va mettre des antibiotiques de couverture, donc on va bloquer la reproduction des bactéries et ce partant, celle des bactériophages. Parce que quand il n'y a plus de proie, ben, il n'y a plus de prédateurs. Donc à ce moment-là, c'est logique qu'on ne trouve pas des lions dans le désert puisqu'il n'y a pratiquement plus de gazelles. Les bactériophages sont créés par le corps lui-même? Non, ils ne sont pas créés. Ils arrivent avec les premières tétées du nouveau-né dans le tube digestif et à partir de là, ils essaiment sans arrêt dans tout le corps. Tu les as et c'est eux qui après, ils se reproduisent aux dépens des bactéries qui arrivent. Et qui permettent l'homéostasie. Qui permettent l'homéostasie, c'est ça. C'est un équilibre. C'est un équilibre en permanence. Mais ce que tu m'as expliqué, c'est qu'avec ces antibiotiques, les bactéries n'étant plus, comment dirais-je, les bactériophages n'en veulent pas parce qu'elles ne sont pas. Non, elles sont mortes. Elles sont mortes. Donc le bactériophage ne veut pas de ces bactéries. Le lion ne s'intéresse pas aux gazelles mortes, c'est les hyènes. Le lion s'intéresse aux gazelles qui courent. Les prédateurs, ils ont leur travail à faire. Et le bactériophage est un prédateur de bactéries. Et c'est évident que si la bactérie ne peut pas se reproduire, Réga Clemenceau, donc le co-découvreur le père de la phagothérapie, qui travaillait avec Félix Derel, le découvreur de la phagothérapie, disait la bactérie doit être saine, vivante et en pleine forme pour qu'on puisse l'atteindre par des bactériophages. C'est évident que là, si une personne a eu des antibiotiques pendant quelque temps et que les antibiotiques n'ont plus aucun effet, et qu'on parle d'amputation, etc., il est urgent de stopper les antibiotiques, de normaliser la glycémie, de faire attention aux champs électriques auxquels est exposée la personne, et l'alimentation par-dessus tout qui doit être alcalinisante, et de faire une auto-hémothérapie pour enlever les antiphages déjà existants. C'est ça. Et ça, c'est les conditions absolues de ce qu'on appelle la guérison naturelle dirigée. Si la personne ne guérit pas, c'est que tous ces bactériophages ont été détruits, et à ce moment-là, ça devient de la vraie phagothérapie. On apporte des bactériophages par voie externe,
soit donc en buvant le matin un petit peu de quelques centilitres d'ampoules de bactériophages préparées en Ukraine pour le moment. Il y a la société Ferricides qui en produit en Bretagne, mais pour l'instant c'est à usage militaire. À Lausanne, il y a une société qui s'y intéresse, ainsi que la Fondation Luc Montagnier, Dr Skorupka, donc à Genève, avec qui je suis en contact. À Lyon, le Centre des Grands Brûlés. À Paris, l'école militaire, etc., ils ont déjà des bons résultats, mais pour l'instant, l'Institut Pasteur a des ampoules qui lui sont réservées, mais qui pour l'instant ne servent pas encore en thérapeutique parce qu'ils sont plutôt frileux. Ils attendent, ils voudraient mélanger, ce qui est une hérésie, des antibiotiques avec des bactériophages. Après le contexte que je viens d'expliquer, je pense qu'ils comprendront qu'effectivement, ils veulent faire des bénéfices parce que l'ampoule de bactériophages, ça coûte 2 francs 6 sous. Enfin, 2, 3, même pas 1 euro. C'était le prix de la boîte. Avec une boîte de 30 ampoules autrefois, en 80, on pouvait guérir 15 septicémies si on s'en servait correctement. Je tiens à rebondir, cette thérapeutique, Paul Hervé l'a utilisée toute sa vie et était courante en France, jusque dans les années 80-81, où il y a eu des décisions politiques pour arrêter ça. Non, c'est pas ça, c'est même pas une décision politique. Ça a disparu de soi-même parce que Mademoiselle Quéré, la pharmacienne qui préparait les ampoules de bactériophages, avait 82 ans. C'était pas une pression de l'Europe, tu m'avais dit. Il y a eu une pression de l'Europe pour pas que ça continue, mais en fait, personne n'intéressait personne. Ça n'intéressait plus personne. En fait, bon, moi je suis un fossile vivant, il ne faut pas s'y tromper. J'ai passé ma thèse dessus. Merci, t'es gentil. Et donc, le bactériophage avait disparu, de sa bonne mort, parce qu'il disparaissait des pharmacies, les coffrets n'étaient plus en vente, et puis personne ne savait ce que c'était. Actuellement, quand vous demandez à un médecin, est-ce que je pourrais avoir encore des bactériophages, ça n'existe pas, c'est bon pour la revue Voici ou pour Paris Match. Non. J'en profite également pour dire que Les Pieds à la Terre distribue le livre de Paul Hervé Riche, qui est pour moi quelque chose à avoir sur la table de chevet, parce qu'on peut être tous touchés un jour ou l'autre de maladies nosocomiales ou de bactéries résistantes. Et justement, là aussi, de bien prendre en conscience ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, qui est l'univers ou l'environnement dans lequel on vit, parce que si cet environnement est très acidifiant, si vous prenez des bactériophages ou que vous trouvez quelque chose, ça ne servira à rien. Non. Le corps ne va pas les accepter. Ils seront détruits. C'est le phénomène de Roger que je te disais aussi quand on avait discuté avec vous, que j'avais compris de Gernès, quand il expliquait ce que c'était que la reconnaissance-tolérance du corps. Parce que le corps, en fait, pour moi, mais il est habitué. Depuis la nuit des temps, on vit avec le bactériophage. Et le fonction du corps humain, c'est reconnaître de l'information pour l'intégrer. Et s'il n'y arrive pas, il la rejette. Et c'est ces phénomènes de rejet qui peuvent aller jusqu'à la mort. Non, mais le bactériophage est un commensal de l'être humain, de tous les animaux et de tous les végétaux depuis la nuit des temps. C'est un équilibre. Il maintient l'équilibre entre les bactéries et les virus. Quand on a un terrain, par exemple, pour un cultivateur, un terrain acide, il faudra mettre des alcaliniseurs dedans, l'engrais phosphaté, etc. Parce que sinon, les bactériophages sont tués et à ce moment-là, les racines vont pourrir. Ça s'appelle le pourrissement de la luzernière. Et inversement, si c'est trop alcalin, les bactéries peuvent se reproduire, mais pas le bactériophage, donc c'est le pourrissement de la luzernière. Inversement, s'il y a trop d'alcalinité, et bien à ce moment-là, le virus va bouffer toutes les bactéries, puis après la faiblesse, la fatigue de la luzernière. La luzerne, pourquoi? Parce qu'elle apporte dans ses racines des petits bourgeons dans lesquels les bactéries vont fixer l'azote. C'est le principe des légumineuses en général qui fixent l'azote dans le sol et qui enrichissent donc un terrain quand on le met en jachère. Oui. Le bactériophage est partout. Oui, tu me disais qu'il était dans le miel. Il est partout, oui, dans le miel. Donc on se sert de pansement au miel pour justement. Oui, quand on nous dit mais si le staphylocoque aime le sucre, c'est complètement débile. Pardon, c'est. Mes maîtres vont m'engueuler. Le bactériophage est tué par l'acidification liée au métabolisme du sucre. Donc c'est pas les bactéries qui aiment le sucre, le staphylocoque qui aime le sucre. C'est simplement que l'acidification liée au phénomène de digestion du sucre, lorsqu'on a fait un pansement humide avec du miel, il ne faut pas faire pansement humide avec du miel, il faut appliquer le miel et le laisser simplement pas plus de 2-3 heures et après on change les pansements et on met un peu de sérum bicarbonaté pour alcaliniser. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on aura des guérisons d'escarres ou de plaies extrêmement rapides. Mais il faut vraiment veiller à l'alcalinisation du terrain. Oui, parce que là aussi, c'est quelque chose que j'ai compris quand je vous disais, l'environnement, pour moi, ça a été un éveil de comprendre qu'en fait, mon corps, lui, il est l'interface entre l'extérieur, le fait de dedans, comment je vais expliquer ça? Entre l'extérieur et l'intérieur, mon corps fait des choses.
Et donc, cette chose, le bactériophage, comme les virus, aime un terrain alcalin. Donc, chaque fois qu'on mange des choses acides ou qu'on est à côté des champs électromagnétiques qui acidifient le corps, eh bien, le bactériophage, lui, ne peut pas se manifester parce que le terrain ne lui est pas propre. Et la vie a besoin d'un terrain qui lui est propre. Et le bactériophage, lui, contrairement aux bactéries qui ont besoin d'un environnement acide, et tu me comprends si oui, j'ai compris, a besoin d'un environnement alcalin. Donc, il est temps, et c'est ce que je disais, pourquoi mes préconisations marchent, moi, en tant que juste chercheur de vérité, puis ça fait 10 ans que je suis dans la recherche, mais je conseille aux gens de dormir sans électricité. Voilà. Faire attention à ce qu'ils mangent le moins acidifiant possible, dormir sans électricité, prendre sans la télé, sans le téléphone, leur conscience de leur univers électromagnétique, éviter le stress bien évidemment, parce que je pense que tout à fait de la pyramide, et que tu me contrediras, c'est la relation qu'on a au monde. Mais il n'y a qu'à voir les ulcères duodénaux, les ulcères gastriques en raison du stress. Les gens qui ont une relation au monde qui est exécrable, qui sont en opposition avec leur vie même, je pense que tant qu'ils n'ont pas réglé ça, si c'est des gros problèmes au travail ou des gros problèmes de... Les nerfs sont conducteurs d'électricité, tout le monde le sait, avec l'ion calcium, magnésium qui danse. Et la conduction nerveuse, lorsqu'elle est en surcroît, qu'il y a un stress, ça fait des trous dans l'estomac, des trous duodénaux. Je t'avais dit qui c'est qui m'avait mis sur la route de l'électroconscience, c'était le docteur Jean-Pierre Masqui. Oui, Qui avait des guérisons de sclérose en plaques en faisant marcher les gens pieds nus. Là aussi, je ferai une vidéo sur Jean-Pierre Masqui. Écoute, Paul Hervé, moi, je suis très heureux d'avoir pu discuter avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur des choses que tu voudrais faire passer, aller un peu plus loin peut-être dans la... Oui, déjà, la première chose, c'est savoir que cette thérapeutique n'a jamais été interdite. La première chose, que les infirmières et l'automothérapie, même la phagothérapie n'ont jamais été interdits. C'est tombé en désuétude, mais ce n'est pas interdit. Les lois européennes interdisent la vente de produits sanguins. Mais quand on vous prend du sang pour dans une fesse, ça ne rentre pas dans le cadre de la législation. Il y a 40 ans, toutes les infirmières et la plupart des médecins qui savaient piquer, maintenant ça devient rare, la plupart des infirmières et des médecins faisaient ça tout à fait couramment. Ça faisait partie de l'arsenal thérapeutique qu'on pouvait utiliser dans certaines maladies auto-immunes, dans certaines infections, etc. Et actuellement, les gens poussent les cris en disant c'est interdit. Non, ça n'est pas interdit. Aucune loi n'a été faite contre cette thérapeutique que je fus le seul à pratiquer pendant 40 ans. Donc, si vous voulez, comme disait élégamment quelqu'un qui était auprès du ministère de la Santé, une journaliste, on ne va pas faire une loi contre un seul bonhomme. C'est très élégant. Le bonhomme, c'était moi. Mais en fait, non. Le problème, c'est que c'est une thérapeutique qui peut sauver. Seulement, évidemment, elle ne coûte pas cher. Donc, les lobbies qui font pression sur l'Europe, qui font pression sur les ministères, et personne ne pourra me contredire à ce niveau-là, font évidemment, ils freinent des 4 fers pour pas que ça soit connu. Et pendant ce temps, l'Institut Pasteur, qui a lui-même un centre de lobby et d'influence assez important, ne veut pas que ça sorte, ou alors avec un nouvel antibiotique, dont on a parlé tout à l'heure de l'inutilité totale d'associer phage et antibiotiques. Alors, la difficulté de trouver des bactériophages est la seconde écueil. Donc le premier écueil, trouver quelqu'un qui accepte de faire l'automothérapie, c'est pas compliqué. Il y a déjà une vidéo sur internet qui a été faite. Sur le site de Dr Phage. Voilà. Et puis donc on a toute une... Actuellement au Mexique, ça commence à se développer. Aux États-Unis aussi. Si vous voulez, si la France veut du retard à tout prix, on aura du retard, parce qu'à cause des monopoles, de la recherche de prestige des gens. Moi, je ne cherche aucune reconnaissance, aucun prestige. Simplement, j'expose le travail qui a été celui de ma vie. Enfin, l'une des facettes du travail de ma vie. On peut quand même rebondir sur ce mouvement qui est actuellement des Gilets jaunes, qui veulent le référendum d'initiative populaire aux citoyens. Et là, le domaine de la santé, oui. Vous pouvez compter sur moi. Moi, j'ai des revendications pour la santé à faire valoir, notamment les travaux de Paul Hervé et sa thérapeutique, et les miens, qui, je pense, l'un et l'autre pourront vraiment aider pas mal de gens. Et je pense que c'est une question qu'on pourra poser au peuple, bien évidemment en expliquant les effets et avec des témoignages de centaines de patients, quant à toi, et moi de gens, il ne faut pas dire que c'est patient. Non, puis les centres des grands brûlés, non mais de toute façon, il y a les services des grands brûlés, les services de l'armée de Paris, etc., qui ont traité des gens et qui sont heureux de l'avoir fait. Ce RIC qui va être demandé, j'espère qu'on l'aura. Ça m'étonnerait, parce que nous sommes en dictature. Si les gens qui nous écoutent, dites-vous que derrière, on a des gens comme ça. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la recherche. Paul Hervé, il est docteur et chercheur. Oui. Aussi chercheur. J'ai publié à 24 ans un article sur la décontamination des cultures de cellules cancéreuses par bactériophage, ce qui permettait comme ça de faire l'antimitogramme. Ça débouchait donc sur une thérapeutique adaptée par les antimitotiques et non pas par des études standards, des cures en aveugle et puis les nouveaux produits qui sortent tous les jours. C'est en ce sens que je rejoins les travaux de monsieur et madame de Lépine.
Oui, qu'on a Voilà. fait une conférence il y a pas C'est longtemps. extrêmement intéressant, voilà. Avec Gérard, il y a combien, il y a 3 semaines? 3 semaines à peu et près, oui. avec Ça... Nicole, Oui, on a fait, de l'épine, cet été, oui. cet été. Oui. Et qui aussi, bien évidemment... Voilà, les services ont été fermés, manu militari, voilà, donc on a effectivement beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes actuellement pour faire entendre une médecine rationnelle, une médecine qui soit intelligente et non pas victime. Actuellement, on n'a plus de médecins, on a des prescripteurs. C'est comme ça qu'on en parle à la télévision et je trouve que c'est tout à fait exact. Le médecin ne sait pratiquement plus faire de plâtre, il envoie à l'hôpital, faire de radio, il envoie à l'hôpital, faire d'accouchement, il envoie à l'hôpital, etc., etc. Et comme on supprime les hôpitaux de proximité, on a formé des gens de plus en plus incapables, il y a des accidents évidemment. Oui. Donc il y a beaucoup de mouvements à faire, de choses à faire, à changer, et il faudrait que cesse le monopole des politiques dans le domaine de la santé. Il faudrait qu'il y ait des conseils de médecine avec une ouverture pour les chercheurs, une ouverture pour les gens dits parallèles, parce que c'est quelque chose d'épouvantable quand on voit que Manu Militari va supprimer l'homéopathie, mais de quel droit? Il y a des millions de gens qui sont dans le monde avec l'homéopathie, ou alors il faut reconnaître que la médecine officielle a le monopole de la connaissance, et auquel cas on devrait pouvoir mettre en procès tous les gens qui provoquent des accidents thérapeutiques. Oui. Si une bactérie résiste, pourquoi dire on a le monopole de la connaissance et condamner la personne à amputation ou au décès? C'est tout à fait inacceptable. Donc il faut que la personne puisse répondre devant un tribunal formé par des médecins dits parallèles. Le médecin n'est pas parallèle, il y a plusieurs médecines. On n'a pas le monopole de la connaissance, on n'a pas le monopole de la culture. Ça c'est vrai, mais il y a un éveil populaire qui est en train de se faire, c'est pour ça que je rebondis, je suis très heureux de vivre ce que je suis en train de vivre avec ces gens qui demandent quelque part à avoir beaucoup plus d'humanité, parce que cet éveil, ça va... Il faut replacer l'humain au centre, de la civilisation, au centre de la civilisation. Mais tant que les gens, quels qu'ils soient, c'est ce que je vais faire dans mes vidéos de plus en plus pour expliquer que le problème, c'est pas les autres, c'est nous, c'est chacun à titre individuel, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Donc il y a des gens qui, eux, c'est leur boulot, de nous manipuler, de tout ce que tu veux, mais c'est parce que nous sommes des gens endormis, il est temps de se réveiller, voilà, et que les gens se prennent en main eux-mêmes, qui se posent la question, qui suis-je? Tu vois, je vais revenir à la philosophie métaphysique, souvent, mais tant que les gens ne feront pas le travail de se dire, nous ne sommes pas que des animaux domestiques qu'on a... Bien sûr, ah oui, c'est ça. On n'est pas ça du tout. On est du bétail pour eux. Non, mais oui, mais pour eux, mais pour nous aussi, puisqu'on l'accepte. C'est-à-dire qu'un être humain, quand tu sais que tu es un être humain, je pense, quand tu as compris, tu dois refuser instantanément le monde dans lequel tu vis. Et puis, il faut aussi qu'on puisse... Tu vas aller chercher des solutions. Il faut aussi qu'on puisse réformer des institutions telles que les conseils d'ordre, etc. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un médecin, qui théoriquement, d'après la loi Edmond Hervé, a autorité pour choisir les traitements qu'il désire, se voit devant un tribunal fermé à huis clos, sans avoir le droit d'avoir un témoin, ni même le malade qu'il a soigné et guéri, ni même un avocat, rien. C'est un principe qui date du Moyen-Âge, ça relève de l'Inquisition. Le Conseil de l'ordre devrait être réformé. On devrait avoir, comme dans les commissariats, l'obligation d'avoir une caméra qui marche, ou un avocat, ou un avocat. Car il n'est pas normal que le médecin soit accusé par des personnes totalement incompétentes. On est arrivé un jour à une situation tellement débile qu'un juge me dit « mais on ne va pas vous condamner pour exercice illégal de guérison ». C'est un peu rêveur. Et ce juge s'est levé, il est venu me serrer la main. Oui, parce que je tiens à préciser que Paul Hervé, je pense, a eu une 60aine de procès. Non, pas tant, mais enfin, j'en ai uniquement avec des collègues, jamais avec des patients. Une quarantaine. Ah oui, oui. À peu près. Bon, enfin, j'étais emmerdé tout le temps, quoi. Pardon, je dis à me grossier. J'ai eu beaucoup d'ennuis, de menaces, de pression. C'est le Marseillais qui va toujours en mettre un peu plus. Ouais. Non, mais enfin, bon, déjà, on peut dire que chaque fois que je voyais une lettre du Conseil de l'ordre dans ma boîte aux lettres, je disais, ça y est, c'est quoi encore? Écoutez, moi, je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur d'avoir fait ça. Ça s'est fait comme ça en impro. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux d'avoir pu profiter avec vous aussi de mon travail. Quand je dis que je travaille avec des chercheurs et des docteurs encore, c'est pas du blabla, c'est réel. J'ai vraiment des choses à dire. J'ai vraiment étudié le dossier sur ce que je vous disais, cette route de l'électroconscience, c'est prendre conscience de notre environnement extérieur. Non, puis ton travail est extrêmement intéressant pour la médecine aussi. Parce que la finalité de l'électricité, c'est qu'on va vers le principe créateur. Et donc il faut y aller petit à petit parce qu'effectivement, le hasard n'existe pas, j'y reviens, tout est à sa place. Mais il faut remettre l'humain au centre de l'univers, c'est sûr, parce qu'il faut nous mettre à titre individuel au centre de notre univers. Voilà. Et arrêter de croire que c'est à l'extérieur de nous, que des soi-disant politiques ou des docteurs, que ces gens-là savent plus que vous. C'est pas vrai. Vous êtes toutes des personnes uniques,
avec une façon unique de percevoir l'univers, et donc à chacun d'échanger notre façon de voir l'univers, et entre nous, je pense qu'on peut faire de belles choses. Nous sommes le même assis derrière une fenêtre différente. Exactement. Bravo. Et en plus, c'est très important de prendre... Il vaut mieux, bientôt que les gens comprendront qu'il vaut mieux, quand on voit quelqu'un, non pas s'identifier à ce qu'il paraît, mais à ce qu'il est. Et ce qu'il est, on est tous la même chose, le même principe. Donc ça éviterait bien des problèmes. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai une morphologie qui change à chaque conférence. Non, il est très important aussi de se rendre compte que l'électricité, on doit en tenir compte beaucoup plus en médecine. On sait que le corps engendre l'électricité, puisqu'on enregistre l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, la conduction nerveuse, etc. Pourquoi ne tient-on pas compte des champs électriques et de leur implication, parfois négative, sur le corps humain? On sait également qu'il y a de plus en plus d'études qui se font sur la médecine quantique, qui correspond également à l'étude des champs électriques et de leur implication en harmonique, et également de la mémoire de l'eau. Ce sont des choses qui en sont presque des tabous quand on en parle actuellement en science. Je pense que la science est encore plus intolérante que les religions, sur le plan de la philosophie personnelle des humains, quoi. Et surtout que je finirai par ça, avoir conscience de ça, c'est une chose, parce que c'est vrai que c'est gros quand même, comme la pollution électromagnétique, pour moi, c'est un scandale majeur de santé publique, mais il y a des solutions techniques très simples pour vivre mieux avec l'électricité. Voilà. Donc c'est très très simple de pouvoir s'en prévenir. Merci à tous, à très bientôt, beaucoup. Et je referai une vidéo très vite. Merci, au revoir. Et là tu mettras France Gall, débranche tout. Allez, ciao. Merci. Super, non mais je suis content.